Amoureux de la Scandinavie, nous y retournons pour la 3e fois. Lors de notre premier arrêt, nous découvrons les falaises de Douvres au loin. Le camping local n'acceptant pas les campeurs, nous nous installons sur une aire aménagée à l'écart des autres. Aujourd'hui, ce sera la découverte de Bruges. Cette ville magnifique aurait mérité une visite plus longue, 3 jours au lieu de 3 heures. Hélas, pluie et vent nous accompagnent toute la journée. Bruges, appelée la Venise du Nord, porte bien son nom. Dorures et sculptures ornent les façades des bâtiments bordant la place. Le célèbre jacquemart de Bruges domine la ville. Nous voulons visiter Delft, mais les travaux, les transports et le manque de parking font baisser les bras du chauffeur. Nous renonçons. Nous prenons notre repas de midi en bord de mer. La route est parfois coupée par des ponts-levis. Nous devons laisser passer les bateaux. Nous sommes en Hollande. Des champs multicolores à perte de vue s'offrent à notre regard. Les effluves des jacinthes envahissent délicieusement nos narines. Bien que le soleil soit de la partie, nous endurons nos polaires bien chaudes. En Hollande, le vélo est roi. Si les vélos sont une spécialité de la Hollande, les moulins aussi. La visite de l'un d'eux est très instructive. Ces moulins servaient surtout à pomper l'eau des marais pour les assécher. Un étage était réservé à l'habitation. Parmi le mobilier, une chaise percée. Le mécanisme de ce moulin a plus de 200 ans. Après avoir traversé un bras de mer sur une digue de 30 km, nous arrivons à Lelystad. Près du musée de la mer, un vaisseau du XVIIIe est à quai. Les maisons au toit de chaume sont très fréquentes et toujours d'actualité. En Allemagne, la vitesse sur les routes est limitée à 50 km/h, mais pour les tanks. Nous sommes à Bossum. Le camping est en dessous du niveau de la mer. Des centaines de moutons broutent sur les digues. De l'autre
l'autre côté de la route, sur des kilomètres, des centaines d'oibernaches. Nous passons l'après-midi à Ribe, la ville la plus ancienne du Danemark. Nous visitons le musée Viking. Hélas, l'église principale ferme à 16 heures. Nous n'en verrons que l'extérieur. Nous pensions visiter aujourd'hui Legoland, mais exceptionnellement, c'est fermé pour 2 jours. Donc le lendemain, nous partons pour visiter la côte sous la pluie et dans la tempête. Le long de la route, nous découvrons des fermes typiques de la région. Nous roulons entre dunes et marais, toujours peuplés d'oibernaches. Réveil sous le soleil, direction Billund pour visiter Legoland, grand parc d'expositions et d'attractions. Nous essayons d'entrer en contact, mais la conversation ne s'est pas établie. Les constructions en Lego sont impressionnantes. De nombreux sites mondiaux sont reconstitués. Le Palais Royal de Copenhague, San Francisco, Rushmore, entre autres. Nous y passerons plus de 4 heures. Ensuite, visite de la ville de Kolding, son château du XIIIe siècle, et du haut de sa tour, nous surplombons la ville. Camping près de Kolding en bord de mer. Au loin, le pont que nous emprunterons demain. Direction la Suède, en empruntant 2 immenses ponts impressionnants et onéreux, surplombant le détroit de la mer Baltique, perdu dans le brouillard. Ce très beau château ne se visite pas, il est privé. Après un arrêt à 10 heures du matin pour alcotest négatif, nous rejoignons Sölvesborg et son église. À la fin de la visite, le prêtre responsable nous accueille et, étonnement, c'est une femme. Mais Maurice y va quand même de son charme. Nous sommes à Karlskrona pour visiter la plus grande église en bois de Suède, vantée par le guide du routard. Décevante. En soulevant le chapeau, on peut verser une obole. Sur la place, la foule fait la queue devant un marchand de glace. Dehors, il fait 6 degrés. Arrêt de bonne heure en bord de mer, match de rugby oblige. Un vent violent rabat l'antenne. Adieu rugby. L'antenne coincée dans le sens de la marche nous oblige à trouver un réparateur, donc changement d'itinéraire. En chemin, nous visitons la verrerie de Orrefort. Le deuxième réparateur remet l'antenne dans le bon sens et nous envoie sur Oslo. Arrêt au bord d'un lac, au soleil, pour la nuit.
Visite surprenante sur le parking. Le lendemain, encore au soleil, nous partons vers Exio, une des villes les mieux conservées de Suède. Chaque rue est bordée de maisons en bois. Les portes ouvertes sur la rue sont accessibles au public et débouchent dans de petites courettes très typiques. Ce village valait vraiment le détour. Nous sommes le 1er mai, au bord du lac Vatten. Après le nettoyage du camion, Nicole paye le restaurant pour son anniversaire. Crêpes mexicaines et café avec un Mozart en chocolat offert par la maison. Après Nacio, nous visitons une église cistérienne du XIe siècle. Étonnant, l'extérieur comme l'intérieur avec ses tombeaux en pierre. Arrêt aussi à Grana, ville vouée à la fabrication de sucettes et de bonbons. Ce soir, arrêt au bord du lac de Takern, lieu de nidification pour des milliers d'oiseaux aquatiques. Nous avons droit à une parade amoureuse des cygnes. Du haut du promontoire, nous admirons le coucher du soleil. Sur l'aire de service gratuite, les toilettes sont impeccables et les serviettes en tissu changées tous les jours. Nous sommes partis pour Oslo, distante de 520 km, pour réparation de la parabole. En route, nous apercevons des grues dans les champs, des églises, dont une perdue au milieu des bois. Et la forêt primaire. Avec beaucoup de mal, nous trouvons un emplacement de fortune près d'Oslo. Notre réparateur restant introuvable, nous abandonnons Oslo. Alors que des grues cherchent leur nourriture, un cygne couve sa progéniture. À Kongsberg, nous stationnons sur le parking des bus. À notre arrivée, il est vide. À notre retour, il est plein. Kongsberg est traversé par une rivière au flot impétueux. Nous nous endormons sous un ciel menaçant. Et, surprise, au réveil, la neige est partout et nous sommes le 5 mai. Nicole, perturbée, demande si on se lave avant la douche. Ce qu'il faut traduire par « On se douche avant de manger ?» Nous tentons, tontaine, de visiter une mine d'argent, mais elle est fermée jusqu'au 15 mai. Edal, église en bois debout, une des plus belles du pays, mais non visitable à cause d'un mariage. Comme souvent, le clocher est à côté de l'église. Direction Rjukan en longeant le Tinsio. Le paysage est superbe. Découverte d'un vieux village norvégien reconstitué. Comme d'habitude, rien d'ouvert avant le 15 mai.
nous apercevons l'usine de fabrication d'eau lourde dans le Télémac, célèbre lors de la dernière guerre. À près de 1000 mètres d'altitude, nous traversons un plateau. Les lacs sont encore gelés. Le paysage est grandiose, sous le soleil de retour, provisoirement. Quelques hameaux d'une dizaine de maisons aux toits couverts d'herbe. Nous passons la nuit sur un parking à Vinges où sont déjà installés 2 Français. Au petit matin, il gèle. Nous repartons direction Rolledal. Les lacs sont toujours gelés et il y a toujours autant de neige. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude et la neige commence à envahir la route. Et il nous faut monter tout là-haut pour franchir le col. Ouf, ça y est, nous sommes dans la vallée. Nous sommes à Rolledal devant l'église. Un lac, des cascades, des canyons, des gongères de plus de 1 mètre jalonnent notre route. Le guide du routard nous indique une rivière à saumon dotée d'un escalier permettant aux poissons de remonter la cascade. Mais c'est pas la saison des saumons. Des petites fleurs embellissent la prairie ainsi que des magnifiques pissenlits. Camping à Sand, où comme d'habitude nous serons seuls. Nous empruntons le ferry à Nesvik en compagnie d'engins agricoles. Le guide du routard nous indique un petit pont de pierre, sans grand intérêt. Après avoir fait 4 fois demi-tour pour trouver la bonne route, passé plusieurs tunnels, nous longeons enfin le Lysefjord. Tout là-haut, les montagnes du Preikestolen où nous nous rendrons demain. Le parking du Preikestolen fermant à 18h, nous optons pour un camping situé plus bas. Il tombe, pluie, grêle et neige. Équipés chaudement pour la montée, nous partons d'un pas décidé et nous avons encore le sourire. C'est le début et c'est encore facile. Premier passage dans 800 mètres d'éboulis, moins facile. Le camion est loin et tout en bas. Deuxième passage, aussi long que le premier, aussi ardu. Troisième passage, plus pentu que les autres, mais toujours aussi long. Incroyable. Un oiseau se pose à nos pieds et nous réclame à manger en piaillant. Pas du tout effarouché. Un passage toujours pentu, mais plus facile. Au bout, c'est le sommet.
La tempête de neige s'est levée à sans doute plus de 100 km/h. Nous avons du mal à tenir debout sans nous accrocher. Nous n'irons pas plus loin, trop dangereux. Avec beaucoup de difficultés, nous trouvons une aire à Egersund, près de la mer du Nord, déchaînée. Nous visitons un canyon très encaissé dont la route a été construite pour accéder à une mine. Nous nous baladons à Flekkefjord. Le quartier hollandais est typique avec ses maisons de bois toutes peintes en blanc. Sur le parking, un kayakiste rame sous l'eau qui tombe. Nous reprenons la route vers le nord par la montagne. Maurice a gardé pendant tout le voyage ses magnifiques crocs roses. Avec l'altitude, nous retrouvons les lacs gelés et la neige. Voire beaucoup de neige. Nous sommes presque arrivés à Oda, où nous étions déjà passés l'an. De nombreuses cascades, plus belles et plus impressionnantes les unes que les autres, bondissent des pentes abruptes. Miracle! Un élan à quelques mètres de la route. Il a de beaux yeux, dit Maurice. Après Oda, le long du fjord, la route à une fois une voie nous emmène dans un petit port. D'un navire débarquent des adolescents. Les garçons en mitouflé pêchent. Les filles en maillot de bain se baignent dans une eau glacée. Le temps est toujours aussi exécrable. Beaucoup de parcs d'élevage où les saumons frétillent. Nous allons franchir le tunnel le plus long d'Europe. À la sortie, nous retrouvons un troupeau de rennes. Nous sommes cernés par la neige. Ce soir, dodo sur une aire, en principe fermée, loin des habitations. Nous traversons sous le soleil un plateau où l'hiver est toujours présent.
petit pont de pierre édifié sans ciment en 1827. La pluie des derniers jours a gonflé les rivières et la tempête a abattu les arbres, parfois coupant la route. Des WC rustiques mais propres. Nous voilà à Lillehammer, face au parc olympique. La visite sera pour demain. Nous avons renoncé à la visite du parc olympique pour le musée en plein air de Mayoggen. C'est un village entièrement reconstitué du XVIIIe siècle, avec son église, son école, ses commerces, une ferme et 200 autres bâtiments. La deuxième partie du musée se passe à l'intérieur d'un bâtiment moderne où sont exposées les scènes de la vie courante de la fin du XIXe siècle. Entre autres, les plus marquants, le tisserand, la poste, l'horloger, le photographe, l'ébéniste et le dentiste et sa roulette à pédales. Et pour finir, un clin d'œil au départ en vacances de 1960. Maurice, sûr de lui, nous fait quitter la belle route pour un chemin plein de trous. Nicole peste. Ce soir, nous dormons entre route et barrage bruyants. À midi, repas sur le site de départ de la très célèbre course de ski de fond, la Vasalopette, qui se situe à Salène. Aire de départ immense pour plus de 10 000 participants. C'est la tempête, la température s'affiche. Nous sommes bien en Finlande, des grandes lignes droites à travers les forêts. Parfois une lande rougeâtre. Des sous-bois fleuris de lichens, des marécages. Sur un immense parking, comme souvent, nous serons seuls pour la nuit. La tempête de la veille a déraciné les arbres. L'industrie du bois est omniprésente. À la sortie d'un bois incroyable, dans un pré à quelques dizaines de mètres de la route, 4 élans s'offrent à notre vue. Nous sommes très surpris et ravis. Alcatraz, c'est pas la prison, mais une écluse. Nous sommes encore seuls et il pleut, il pleut, il pleut. En repartant, nous apercevons un couple d'oies bernaches accompagné de sa couvée. Nous retournons en Norvège pour la fête nationale qui aura lieu demain, 17 mai. Un fort surplombe la ville. C'est là-haut que nous nous installerons au camping ce soir. Petite visite dans Halden, où il y a des parkings pour chiens et vélos. Installation au camping et nous visitons à pied le fort et découvrons la ville et le paysage qui l'entoure. Pendant le dîner, des canards viennent
quémander leur pitance. Nous sommes le 17 mai, c'est la fête nationale en Norvège. À peine arrivé, Maurice charme un couple de Norvégiens. La foule est immense. Toute la ville et ses environs sont réunis. Partout, des milliers de drapeaux. À 10 heures, un coup de canon tiré du fort donne le signe du départ du défilé. Il est ouvert par les écoles primaires, encadré par les enseignants. Les tenues vestimentaires sont très variées. On passe de la tenue de ville aux costumes nationaux. Nicole a trouvé une copine. Les costumes nationaux de la Norvège sont très variés et magnifiquement brodés. Même pour les plus petits. L'après-midi, c'est au tour des écoles de sport. En fin de parcours, ce sont les lycéens qui ont terminé leur cycle d'études. C'est très humoristique, mais nous ne savons pas à quoi cela correspond. La plupart des étudiants sont habillés avec la même tenue. Quelques biches batifolent dans un pré. Ce soir, au-dessus d'un fjord, un aigle des mers nous survole. Pour une fois, réveil sous le soleil. Nous nous arrêtons au port de Skaran, face à la mer, d'où émergent de nombreux îlots rocailleux. À quai est amarré un magnifique 3-mâts de 1905. Kladdeholmen, toutes les maisons sont peintes en blanc. Ce soir, nous dormons près des canards. Le guide du routard nous envoie vers un château datant de 1898, sans intérêt. Visite du fort de Varberg. En bas, la ville est en fête et nous apercevons notre camion. Nous dormons près d'un parc ornithologique, refuge de milliers d'oiseaux. Voilà le genre de camping surpeuplé qu'on a évité. 26 degrés, et pour la première fois depuis 30 jours, nous mangeons dehors. Nous sommes sur la péninsule de Kula, lieu de rencontre des plongeurs. Son phare est le plus puissant de Scandinavie. Petit camping, c'est aussi la cour d'une école. Il fait chaud, nous nous offrons une glace. Un 3-mâts passe à l'horizon. Pour une fois, nous voyons le coucher du soleil. À Lund, visite de la plus grande cathédrale romane de Scandinavie, construite au XIIe siècle. Sa crypte du Xe siècle abrite le géant mythologique qui aida à sa construction. L'horloge astronomique du XVe siècle nous indique que nous sommes bien le 21 mai 2012.
Lund est une ville universitaire où l'on circule à vélo. Visite du musée de l'Ambre. Dodo à Trelleborg sur un parking pas très folichon. Nous partons pour la visite d'un musée viking à demi ouvert et sans grand intérêt par rapport à ceux vus auparavant. Aucune animation avant le 1er juin. À Stege, sur l'île de Mont, au Danemark, nous visitons une petite église du XIIIe siècle. Les murs sont décorés de peintures rupestres et un petit voilier est accroché sous la voûte, ce que nous avons souvent constaté au Danemark. Et toujours en croque-rose, Maurice se baigne, dit-il, dans la mer Baltique. Très beau camping sur l'île de Mont. Le cimetière de Kelby, sobre, aux allées délimitées par du buis, et où fleurit du muguet le 25 mai. Pour arriver aux falaises de Mont, 2 km 500 de route ondulée, 500 marches à descendre, donc à remonter, mais ça en vaut la peine. Deux Français d'Avignon nous précèdent. Nous passons une bonne partie de la journée au Midhalder Center. Nous voyons divers aspects de la vie quotidienne de l'époque. Animation intéressante par les autochtones en costume du Moyen-Âge. Nous entrons dans l'école, ce qui n'est d'ailleurs pas autorisé, et le prévôt nous le fait savoir aimablement, mais fermement. Nicole se lance sans résultat dans le soulevé de poids. Et à la catapulte, applaudie par la foule en liesse. Elle ne participera pas au tournoi des preux chevaliers. Après avoir pris un ferry, nous allons d'île en île par de nombreux ponts. Ce soir, au soleil, Nicole est de cuisine. À Nakskov, nous prenons le ferry pour l'île de Langeland. La ville de Strohens, aux petites maisons peintes en blanc et aux toits de chaume. À Faborg, le seul parking autorisé est celui du supermarché. Balade dans les rues de la ville. Il est 16h, nous partons à la recherche d'un camping. Entre un camping naturiste et celui-là, nous avons choisi.
sommes toujours au Danemark, avec ses chaumières, ses églises sans croix et ses moulins. Le ferry étant plein, nous optons pour un détour de 200 km. Camping à Brac, en Allemagne, avec des gros buveurs de bière comme voisins. Le long des routes fleurissent les rhododendrons et gambadent les lapins. Nous sommes sur la Riviera allemande. Sur l'autre rive, usines et éoliennes foisonnent, mais nous assistons à un magnifique coucher de soleil. Nous longeons la mer. Un mémorial et des pierres tombales signalent un village submergé par la mer en 1874. Le brouillard tombe d'un seul coup, mais sous le soleil retrouvé, un défilé de plusieurs centaines de motos. Traversée d'un bras de mer sur une digue d'une vingtaine de kilomètres. Arrivé à Den Helder, un grèbe nous accueille. Nous allons visiter le musée de la marine et particulièrement un sous-marin. Impressionnant, extérieur et intérieur. L'exiguïté des lieux et particulièrement des couchettes est surprenante. Des cadrans, des tuyaux, des manettes, pas le moindre espace inoccupé. Et les lance-torpilles côtoient les couchettes. À quai, un bateau du XXe siècle est amarré et sert également de restaurant. C'est le luxe par rapport aux sous-marins. Et il y a même une prison. Camping à 8 dames dans la grande banlieue d'Amsterdam. Partis en direction des dames, nous pouvons encore apercevoir de nombreux oiseaux. Et des moulins. Nous arrivons à Edam, appelée la petite Copenhague. Là, un bâtiment nous semble un peu bancal. La ville est très fleurie. Pas de doute, nous sommes bien à Edam. La décoration de certains lieux est originale. Cette petite ville ne nous a pas déçus. Avec d'énormes difficultés, nous trouvons un soi-disant camping qui sera le dernier. Malgré l'absence de soleil, notre souvenir essentiel sera l'ascension du Preikestolen.